je vivais une vie un peu, une parenthèse enchantée pendant ces temps-là, j'ai décidé que j'aimerais bien que toute ma vie soit comme ça et pas seulement mes week-ends. Ce qui a fait que, voilà, en août 2019, j'ai démissionné de l'Éducation nationale. Ma fille était à l'hôpital. J'étais sur la route absolument épuisée après une nuit à l'hôpital à son chevet. J'avais cours, je n'avais pas été dispensée de ce cours-là. La route en me disant comment je vais arriver à tout faire. Et je me suis endormie à 130 à l'heure. Et là, je me suis dit, bon, ta retraite, tu la toucheras jamais. J'ai écrit un livre, Et si vous réenchantiez votre vie, où je donne des pistes aux gens pour mettre du merveilleux dans leur quotidien. Quand j'ai écrit ce livre, que j'ai vu le bonheur qu'il apportait aux gens, qui me disaient merci, je prends plus de temps pour moi, etc. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça. Il y a une vie en dehors de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, j'accueille Nathalie Vagadet. Nathalie, bienvenue sur le podcast. Merci Marie, merci à toi de m'inviter. Et puis, écoute, pour te présenter, je dirais que tu es une auteure, tu es conférencière, tu es formatrice en ligne avec l'Académie À vous de jouer. Et tu as donc publié en auto-édition, mais aussi chez des éditeurs. Et tu as un slogan sur ton site nathaliebagadet.fr, « Je mets du rêve dans votre réalité ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce slogan, sur ces messages et sur ton activité ? Oui, bien sûr. Alors, tout était presque parfait dans ta présentation. J'ai oublié de dire d'où tu viens. Non, le terme auteur. Moi, je revendique autrice. Tu sais, je ne sais pas si on en avait discuté, mais je revendique ce terme parce que c'est le bon terme, en fait, au point de vue étymologique, au point de vue historique. Et c'est un terme qui a volontairement été rayé des dictionnaires par Richelieu lorsqu'il a créé l'Académie française, dans le but d'éradiquer ou d'enlever le pouvoir aux femmes. Et quand tu sais ça, tu te dis, bon, ok, moi je vais le réutiliser. Et maintenant, il est de nouveau réinstauré dans tous les dictionnaires. Et même l'Académie française l'a réinstauré après plusieurs siècles. Donc, je suis très contente d'utiliser ce terme autrice. Alors, c'est parfait que j'ai fait l'erreur comme ça. Tu as pu préciser ça. Donc, l'historique, parce que c'est vrai que j'ai déjà invité des autrices sur le podcast. Ça nous permet de rappeler le message derrière ce choix d'autrice. Et merci à toi de le faire. Et j'avais envie quand même de compléter ton portrait en disant quand même que tu étais aussi professeur d'anglais. Et c'est ça aussi qui va nous intéresser aujourd'hui, de voir tout le parcours qui t'a conduit à sortir de la classe, à faire ce choix d'activité qui n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en tant qu'enseignant. Donc, c'est vrai que le milieu des conférenciers, on ne connaît pas très bien. Donc, j'ai hâte de découvrir avec toi tout ce que tu fais aujourd'hui et de partager ton parcours. Merci. Alors oui, effectivement, j'ai été professeure agrégée d'anglais pendant 20 ans. Alors, agrégée pas pendant 20 ans parce que j'ai eu du mal à l'avoir, cette agrégation. Mais voilà, j'ai passé des moments, j'ai connu des moments très, très, très heureux dans ma salle de classe, notamment lorsque j'avais la liberté de faire des projets un peu innovants, par exemple, suivre une course de chiens de traîneau en Alaska, participer à un concours d'écriture où ma classe a gagné, voilà, faire une bataille de rap entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ça, c'était des projets qui m'ont vraiment portée. Le problème, c'est que ce n'est pas la majorité du temps que j'ai vécu des choses comme ça. Très vite, en fait, l'usure est arrivée, et surtout les dernières années où, étant agrégée, justement, j'avais une chef d'établissement qui ne me donnait que des classes de terminale. Et les classes de terminale, c'est du bachotage, des épreuves type bac, enfin des épreuves de bac en fait en cours d'année, en février-mars. Et j'étais épuisée, je faisais que du travail qui ne m'intéressait pas puisqu'il n'y avait pas de place à l'imagination, enfin en tout cas moins qu'en seconde ou en première. Et après, avec tous les autres problèmes liés aux évaluations type bac dans lesquelles je ne me reconnaissais absolument pas, des évaluations par palier, tout ça a fait que petit à petit, l'usure s'est installée. Et comme par ailleurs, les week-ends et les vacances, j'avais une vie un peu magique où j'étais autrice, où je dédicassais mes livres dans des salons où les gens étaient cosplayés, où je vivais une vie un peu, une parenthèse enchantée pendant ces temps-là. J'ai décidé que j'aimerais bien que toute ma vie soit comme ça et pas seulement mes week-ends. Ce qui a fait que, en août 2019, j'ai démissionné de l'Éducation nationale. Ton besoin de créativité n'était pas suffisamment nourri, en fait, dans cette partie-là de ta vie.
Et tu as Oui. voulu lui donner toute la place dans ta vie finalement. Il y avait le côté créatif, il y avait aussi le côté considération. Quand tu es autrice, bon, moi j'avais 8 livres à peu près sur le marché à l'époque, j'avais des fils devant mes tables où je dédicassais dans les salons, donc il y avait une sorte d'admiration, en tout cas un plaisir de la part des lecteurs vis-à-vis de mes livres et ça me nourrissait, ça faisait beaucoup de bien à l'ego, hein, c'est sûr. Quand tu sors de ça et que tu croises ton chef d'établissement et que tu n'as que des reproches injustifiés en plus, parce que je faisais quand même bien mon boulot, mais elle voulait toujours plus de temps, plus de choses inintéressantes à faire sans me donner les moyens d'y arriver. Voilà, le paradoxe entre les deux mondes, enfin, c'était juste un grand écart énorme. J'avais la considération des élèves, ça c'est déjà énorme parce que j'ai beaucoup de collègues aussi en souffrance vis-à-vis de leur relation avec les élèves qui n'est pas toujours très bonne. Moi, heureusement, je n'avais pas ce souci-là, mais malgré tout, vraiment, je ressentais une lourdeur, une pesanteur dans le monde de l'éducation qui a fait que j'ai claqué la porte, quoi. Voilà, clairement. Il n'y avait pas que le besoin de m'exprimer au point de vue créatif. Oui, Et, et ce il y qui avait une m'a... souffrance. Il y avait quand même une souffrance Oui, par tout à rapport fait. au manque de reconnaissance. Que je lis d'ailleurs dans les témoignages hein, sur ton groupe privé sur Facebook. Enfin, je vois les témoignages en souffrance, je m'y reconnais vraiment dedans. Hein. C'est quelque chose que je peux vraiment comprendre tout à fait. Et donc, tu parlais de ce métier de conférencière qui était étonnant. En fait, tu sais, quand on fait une conférence devant une assistance, on est un peu en cours, c'est un peu comme un cours hein, C'est une suite finalement. logique en fait. Oui, c'est tout à fait. Sauf que les gens qui sont là, ils sont venus pour t'écouter, eux. Ils n'ont pas Ce qui été fait toute obligés la de venir. différence. Et ça change quand même beaucoup quand tu as le public qui est déjà, qui a payé sa place pour venir te voir ou qui est dans un contexte. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences dans les salons du livre où les organisateurs me demandaient de parler de Grèce antique, des créatures écossaises, des héros. Donc, si tu veux, les gens sont déjà attiré par ton sujet, enthousiasmé par ce sujet, et quand tu en parles et que tu as leur attention, que tu en plus, tu apprends, en étant conférencière, tu apprends comment capter l'attention de ton auditoire, des petits trucs et astuces de placement sur scène, etc., que tu n'apprends pas quand tu es prof, hein. Enfin, c'est très On rare quand l'apprend sur le terrain, plus ou moins voilà, bien. on le devine, on fait à l'instinct, Oui. mais là, Mm. bon, j'ai quand même suivi une formation hein, pour y arriver. Ah bah, du coup, c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. J'ai pas encore eu droit au Graal de tous les conférenciers, c'est-à-dire la standing ovation. Il y a toujours un petit truc qui s'est passé à la fin où les gens ont beaucoup applaudi, où j'ai beaucoup dédicacé suite à mes conférences, où j'ai eu beaucoup de retours enthousiastes, mais j'ai jamais eu encore cette standing ovation qui est le rêve de tous les conférenciers. Donc, c'est ma mission pour 2021. Alors, on va y revenir sur l'histoire de Oui. la conférence, du monde de la conférence, comment tu es arrivé là-dedans. Mais peut-être retourner un petit peu en arrière juste sur l'histoire. En fait, tout a commencé pour toi dans le milieu de l'écriture, enfin dans tes projets d'écriture. Alors, comment ça s'est initié et qu'est-ce qui t'a conduit en fait à développer ça? Alors en fait, j'avais toujours un peu écrit comme tout le monde, un peu en gribouille. Enfin, il y a des gens qui aiment ça, qui gribouillent dans les cahiers. Moi, j'avais toujours commencé des histoires, jamais terminé, bien sûr. Oui, Et moi aussi. arrive une mutation de mon mari. On déménage de Chantilly, dans le nord de la France, à Livron-sur-Drôme, en Drôme provençal, dans le sud. Et donc lui, il est muté et nous, dans l'enseignement, on doit attendre un an souvent pour que la mutation soit effective. Et vu les distances, il était hors de question que je ne sois pas avec lui pendant cette année-là. Donc j'ai pris une disponibilité. J'avais un enfant inférieur, enfin, à l'âge de 7 ans, donc j'ai pu prendre cette disponibilité. Seulement, bah, lui, il était à l'école, comme mes 2 autres enfants. Mon mari était au travail et moi, bah, je n'avais rien à faire de mes journées. Et je suis quelqu'un d'un peu hyperactif. Donc, j'ai commencé à écrire une histoire, mais c'est une histoire qui, je savais, enfin, je l'avais prévue en 4 tomes. L'ossature de l'univers, tout ça m'indiquait qu'il fallait que je fasse 4 tomes. Et c'est très, très long hein, comme écriture. Donc, j'ai mis 7 ans, en fait, pour écrire et publier le premier tome. C'est pour te dire que vraiment, Ah c'est oui. quelque chose de très chronophage, très lent. Et donc, en parallèle de cette histoire, j'ai répondu à ce qu'on appelle des appels à texte. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Ce Ah, mais tu sont, peux voilà, expliquer peut-être aux personnes tout qui à nous fait. écoutent. C'est
C'est-à-dire, là, par exemple, j'avais répondu à un appel à texte sur des contes de fées modernes et un autre sur la musique en général. Et j'ai répondu à ces 2 appels à texte, c'est-à-dire que j'ai écrit un texte spécifiquement pour ces maisons d'édition avec leurs critères. Il s'agissait de nouvelles, ce sont des textes courts. Je les ai beaucoup travaillés et j'ai été sélectionnée les 2 fois. Donc en parallèle de l'écriture de mon gros roman de fantasy. Et donc c'était super parce que ça a démarré sur les chapeaux de roue. Quand j'ai eu mon premier contrat, c'était la rentrée de l'année suivante, donc j'étais en train de faire les courses de rentrée et j'étais au supermarché et je reçois l'appel, votre texte est validé, vous ferez partie de l'anthologie finale. Alors, mais je te dis pas, la joie dans le supermarché, Premier je me voyais déjà. succès dans le milieu de Oui, c'est ça, l'édition. c'était un très beau démarrage. Mm. Et ces 2 expériences successives, puisque l'autre est arrivée peu après, ont en fait été à la fois super, parce que effectivement ça s'est bien passé, j'ai bien été publiée les 2 fois, etc. Et décevantes, parce que dans l'édition classique, l'auteur en fait réalise qu'il est propriétaire que de ses mots, mais absolument pas de l'objet livre. Mm. Et j'ai réalisé que je n'avais absolument pas voix au chapitre sur la couverture, sur le prix du livre, sur la date de publication, etc. Sur tous ces domaines-là, j'étais complètement dépendante et dans l'ombre par rapport aux éditeurs, qui avaient en plus d'autres livres à gérer, d'autres auteurs, etc. Donc, je me suis sentie vraiment dépossédée un peu de mon livre. J'ai été déçue de cela. Et lorsque j'ai voulu publier mon premier roman, entre-temps, j'avais écrit un petit roman court sur l'Écosse. La maison d'édition, la première, l'avait validé et elle me dit, attention, on pense peut-être fermer notre maison d'édition dans 6 mois. Ah. Est-ce que tu veux quand même qu'on t'édite ton livre comme on te l'a Bon, ils promis? ont été honnêtes sur les Ils ont été conditions. très honnêtes et ça c'est important parce que dans le milieu c'est pas toujours le cas et moi j'ai eu affaire vraiment, j'insiste, qu'à des interlocuteurs honnêtes et consciencieux. Mm. Donc j'ai dit non parce que 6 mois je savais qu'ils ne pourraient pas mettre en œuvre toute la promotion que j'estimais mon livre, que je voulais pour mon livre. Et du coup, j'ai dit non et je me suis dit, je vais tenter quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, l'auto-édition. J'avais lu beaucoup de choses, notamment sur les sites américains, anglophones, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, je l'ai tenté et je ne l'ai jamais regretté. Mm. Alors, les bénéfices pour toi par rapport à l'édition classique, c'était quoi? La liberté, donc justement, de pouvoir tout décider, la couverture, parce que j'avais pleuré en voyant mes premières couvertures dans Oui. les maisons d'édition. Tu as travaillé avec un graphiste, une graphiste. Oui, alors Tu as on choisi peut, toi-même, tu choisissais tout à tout en fait. fait. On peut tout faire soi-même, surtout aujourd'hui avec des logiciels gratuits comme Canva, on arrive à faire des couvertures superbes, même en n'étant pas designer. Mais comme je sais l'importance de la couverture, Mm. j'ai choisi moi de faire appel à des graphistes professionnels qui ont fait mes maquettes et j'ai payé leurs maquettes pour avoir de très belles couvertures. Et c'est une des raisons de mon succès en fait. Tu avais de l'ambition pour ce projet aussi, c'est Oui, ça. tout à fait. Mm. Et donc ça, j'ai investi là-dedans. Après, grâce aux plateformes de vente en ligne et à l'impression à la demande, tu n'as pas tellement de frais en fait. Tu as juste à préparer un bon manuscrit, à le repréparer. Moi, je m'entoure d'équipes de lecteurs qui sont bénévoles, enthousiastes et qui m'aident énormément dans tout ce qui est les tâches éditoriales. Et au final, quand je sors mon livre, je le mets sur la plateforme en ligne. C'est elle qui l'imprime, c'est elle qui l'envoie, et elle me reverse entre 60 et 70% des bénéfices du livre. Mm. Tu travailles avec quelle plateforme du coup aujourd'hui Alors, Amazon, je ne savais pas si j'avais le droit de la nommer. Pour Ben, moi, c'est... on a pas mal d'auteurs qui nous suivent Ouais. aussi dans la communauté. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont ce goût pour l'écriture, donc ça peut les intéresser concrètement Alors, de savoir comment faire. il y a des solutions alternatives parce que Amazon peut poser pour certains un problème d'éthique. Oui. On connaît les conditions dans lesquelles ils emploient certains de leurs personnels dans les entrepôts notamment. Alors, bien sûr que je condamne ces pratiques lorsqu'elles ont lieu. En tout cas, en ce qui concerne la plateforme qui s'occupe des auteurs, je n'ai qu'à me louer des relations que j'entretiens avec eux. Dès que j'ai un petit souci, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, ils sont très réactifs. Non seulement ils me répondent dans les 24 heures, mais ils solutionnent toujours mon problème.
Donc, c'est vraiment agréable. Au point de vue efficacité, eh ben, c'est quand même une grande force de frappe. Amazon, c'est des millions de lecteurs. Donc, quand quelqu'un achète mon livre ou quand quelqu'un achète un livre similaire au mien, on leur dit toujours: Ah, vous pourriez aimer ce livre aussi. Et voilà, on Il y a me une espèce mentionne. d'auto-promotion créée par l'algorithme Voilà, de c'est ça. Amazon qui met en avant les livres qui sont proches. Et puis, en plus, il y a la publicité comme sur Facebook maintenant où on peut venir Oui. sponsoriser son livre si on Alors veut. ça, je l'ai fait. Je l'ai fait et je continue d'ailleurs depuis février 2020. Et Oui, heureusement que j'ai fait ça parce que grâce à ces achats d'espaces un peu sponsorisés où oui, on n'a rien à faire, contrairement à Facebook où on doit quand même un peu galérer oui. à faire une jolie C'est très publicité, technique, c'est oui. très simple, voilà, c'est technique. Là, sur Amazon, on a juste à payer. Et on paye, c'est à peu près 2 centimes la publicité et on peut mettre un budget maximum par jour. Alors moi, j'ai 2 livres à 2 euros maximum par jour et un livre à 4 parce que c'est celui qui marche le mieux. Et entre février et novembre 2020, j'ai ainsi vendu 340 livres. Ah oui, et du Je coup, n'aurais jamais ça dit rembourse, ça que... couvre tes frais Oui, publicitaires tout à fait. C'est-à-dire avec que je dois avoir pour 1600 euros de frais, mais 1000 euros, non, c'est l'inverse, 1000 euros de frais, mais 1600 euros de de revenus. recettes. Donc, une Voilà. marge de 600 euros, quoi. Oui, tout à Mm. fait. Et surtout, ce qui est très Et- important, je l'aurais fait si c'était équilibré. Tu vois, si je dépense 1000 euros mais que j'en gagne 1000 euros, je l'aurais fait quand même. Or là, je gagne plus. Mais c'est surtout que je gagnais des nouveaux lecteurs. Une Et quand je fais de la communauté qui publicité, s'agrandit. c'est énorme parce que là, Mm. je vois bien dans les commentaires, déjà, il y a écrit achat vérifié sur le site internet et il y a écrit j'ai découvert cet auteur, j'aime beaucoup, etc. Je vais lire tous ces autres livres. Et ça, c'est énorme, c'est exponentiel après. Et Mm, ça, c'est mm. pas calculé par l'algorithme. Oui. Moi, par exemple, j'ai fait de la pub pour le tome 1 de ma série et pas pour le tome 2. Donc, s'ils veulent Parce le que tome tu 2, sais en que, général, le petit voilà. public, Mm. je ne paye pas la publicité. Donc voilà, c'est très intéressant. Je le conseille. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment très abordable. Ça vaut la peine. Et je rassure les gens, je n'ai pas payé 1000 euros d'un coup. J'ai payé des factures de 150 euros, 200 euros. C'est tous les mois. Et Et puis à chaque mois, tu peux voir si tu veux récalculer, exactement, si tu tires des bénéfices ou si au contraire tu perds de l'argent, tu peux tout à arrêter quand fait. tu veux, quoi. D'accord, c'est. Et un autre avantage de l'auto-édition par rapport à l'édition classique, et ce n'est pas l'un des moindres, c'est que justement Amazon me rémunère tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je touche mes royalties. Mm. Alors que lorsque j'étais éditée, je touchais mes droits d'auteur une fois par an, en fin d'année. Mm. Et voilà, c'est quand même très très lent et on ne peut pas vivre de Non, cela tout à parce fait. que ça arrive en fin d'année. Euh, alors, justement, donc on voit que l'édition et l'écriture occupent une bonne partie de ton temps. Qu'est-ce qui t'a conduit à développer cette activité de conférencière? Comment ça s'était venu l'idée et pourquoi en fait le thème que tu as choisi par rapport à tes conférences? Alors, moi, j'ai été invitée par les organisateurs de salons à faire des conférences. Alors, bien sûr, quand on dit invité, en fait, on fait sa conférence bénévolement. On ne gagne pas Oui. d'argent vis-à-vis de sa conférence. Mais on a un public voilà, qui vient, qui est intéressé, qui nous découvre et qui, après, nous suit, s'il le souhaite, à la table ou en dédicace et qui prend nos livres, encore une fois, si ça les intéresse. Donc, c'est une sorte de publicité aussi gratuite, mais c'est quelque chose assez addictif. Lorsqu'on monte sur scène, on est un peu en représentation. Mm. J'avais peur d'avoir peur et je n'ai absolument pas peur à partir du moment où j'ouvre la bouche et je commence ma présentation. C'est quelque chose d'assez magique en fait qui se passe. Donc j'y ai pris goût et j'ai commencé à vouloir me former pour améliorer toujours mes prestations. Et j'ai découvert que c'était un métier en fait, encore peu encadré, c'est-à-dire qu'un peu n'importe qui peut se déclarer conférencier, donc c'est cool. Mais quand même avec voilà, des formations. Alors moi j'en ai pris une en ligne, Speaker Pro ça s'appelait, je ne sais plus si elle existe toujours, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris, j'ai noué des liens très sympathiques avec les autres conférenciers. J'ai aussi fait des formations pour la voix, parce que je trouvais que ma voix ne portait pas assez et donc j'ai fait une formation en présentiel avec Jean Sommer pour la voix qui était juste géniale. Et j'ai adhéré à l'Association française des conférenciers professionnels. Et là, ça a été
une progression à vitesse grand V parce que j'étais en contact avec des gens qui vivaient de ça, qui faisaient entre 2 et 10 conférences professionnelles par mois. Et il faut savoir qu'une conférence professionnelle dans le cadre d'un business, c'est 3 000 € minimum la conférence de 45 minutes. Donc, tu calcules, tu te On n'est dis… plus sur la conférence bénévole Ah oui, des débuts. tu te dis, je fais 2 conférences par mois et tu enlèves après 50% de taxes, on va dire, hein, parce que ça va vite. Tu te dis, bah, j'arrive à faire exactement l'équivalent de mon salaire de professeur à temps partiel, même agrégé. Hein, donc, en 1h30, oui, en 1h30 de travail effectif, bien sûr, il y a le travail de tout à préparation, fait, tout il y à a le fait. il y a le temps de déplacement et tout ça, mais on va dire que concrètement, si on prend le temps de classe et le temps en Ah oui, conférence, là, la différence je est pense que impressionnante. les collègues qui écoutent ce podcast, ils ne vont pas me contredire. Je veux dire, le temps de préparation pour les cours, enfin, moi, mon mari il m'a dit, tu es passé à mi-temps juste pour pouvoir faire un temps plein parce que tu travailles tout autant. Enfin, il y Exact, avait oui. des nuits où je dormais 2 heures pour arriver à corriger mes copies. Enfin bon, c'est quand même un Le temps travail de partiel dingue. n'arrangeait rien. Et oui, et voilà, c'est pas très bien rémunéré, on est d'accord. Oui, Donc, encore plus en temps partiel, oui. Et donc, ben, je vous rassure aussi tout de suite, j'ai ces conférences à 3 000 €. Pour l'instant, je n'en ai pas fait une seule. Hein. Donc, voilà. Oui, Il parce y qu'il faut a, expliquer la situation laquelle on enregistre actuellement. D'ailleurs, on est toujours en confinement de nouveau. Mais donc, il s'est trouvé qu'en fait, tu as eu ton diplôme et tu as commencé vraiment à vouloir exercer ton activité au moment du premier confinement. C'est bien ça? oui, alors on n'a pas de diplôme effectif hein, Une lié à la certification, on va CPI. dire. Voilà, mais effectivement, maintenant que je suis conférencière officielle, eh ben, il n'y a plus de conférences puisque tous les événements ont été annulés. Alors, j'en ai fait en ligne. Encore une fois, je les ai faites de façon bénévole. Donc, c'est frustrant parce qu'il y a un manque à gagner certains alors que par ailleurs, on ne gagne pas bien sa vie. Mais ça y est, là, j'ai eu mon premier, aujourd'hui, j'ai eu mon premier paiement pour une prestation de maîtresse de cérémonie. Donc là, j'anime le lancement de livres d'une autrice que je ne connaissais pas, que j'ai découverte par connaissance interposée. Elle m'a vu faire ça bénévolement. Elle a trouvé que c'était très chouette et elle a dit combien est-ce que vous prenez pour cette prestation. Donc voilà, je suis maintenant officiellement maîtresse de cérémonie pour les lancements de livres. Ça se passe Donc, en en virtuel. quoi ça consiste, en fait, juste en quelques mots? C'est quoi le rôle d'une maîtresse de cérémonie? Alors, on a monté un studio sur une plateforme qui s'appelle StreamYard, qui est très, très professionnelle, qui demande pas mal de manipulation technique. Et en général, les personnes qui veulent faire un lancement de livre n'y connaissent rien sur ce côté-là. Et comme moi, j'ai animé un live quotidien pendant le premier confinement et là, pendant le deuxième, le 6 o'clock Happy News, pour ceux qui veulent nous suivre. Oui, tout euh, à fait, sur ta page Facebook, non? oui, c'est ça. Alors, il est sur ma page Facebook conférence de Nathalie Bagadé, parce que je ne peux pas avoir 15 000 pages Facebook. Et donc, ça m'a donné de l'expérience. Donc, je connais très bien cette plateforme. Je m'occupe de tout ce qui est la technique le jour J, c'est-à-dire je fais passer des bandeaux déroulants avec les étapes où on en est, les liens pour se procurer le livre, je mets les captures d'écran que la personne a souhaité. J'interviewe ses invités, puisqu'elle a des invités qui arrivent à l'écran avec nous. Je diffuse aussi les commentaires de ceux qui regardent le live en ligne sur Facebook, sur YouTube. Et donc, voilà, c'est un peu le manager, on va dire, manager Oui, technique. c'est un nouveau métier finalement qui est apparu avec le développement du web et l'envie des personnes de se rendre visibles sur le web. Et du coup, ils ont besoin de personnes comme toi qui ont la technique et à la fois la pédagogie. Parce que là, on Oui, est bien sur le thème de la pédagogie toujours. il y a le côté, effectivement, manipulation des écrans et compagnie, mais il y a aussi le plaisir que c'est de parler littérature, de parler bouquins. Là, le livre qu'elle va sortir en fin novembre, donc, c'est sur un petit dragon qui apprend aux enfants comment respirer pour calmer leur stress, leur anxiété, etc. C'est en anglais, hein, je précise, parce que c'est une autrice canadienne. Donc, j'ai adoré lire son livre, je vais adorer en parler en direct. Donc, voilà, il y a tout ce côté préparation en amont. On s'est déjà vu dans le studio pour répéter. On va se refaire une répétition la veille.
Et voilà, c'est quelque chose qui, j'espère aussi, va générer des ventes pour elle, pour qu'elle ait beaucoup de personnes qui s'inscrivent et qui téléchargent son livre ou qui l'achètent sur les plateformes. Ce qui est chouette dans ce que tu racontes là, c'est qu'on voit la cohérence dans ton parcours parce que tu parles une auteure canadienne, donc ça sollicite tes compétences en langue anglaise, ce que tu Oui. faisais en tant que prof. On voit que tu utilises tout le temps ta pédagogie, le fait de pouvoir s'exprimer devant un public, la prise de parole, et puis ton expérience d'auteur, hein, puisque tu as cette culture littéraire qui permet aussi de créer ces interviews de qualité avec ta connaissance et, du sujet, quoi. Donc, tout se recoupe finalement. Tu as créé un peu Tout un à métier fait. sur mesure par rapport à ton parcours. Et je voudrais vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent à identifier quels sont leurs centres d'intérêt, pas nécessairement leurs talents. Parce qu'un talent, ça peut aussi s'acquérir, ça peut se développer. On le sait bien, si on a été des formateurs, on voit très bien qu'on peut se former. Donc, on peut les acquérir, les talents nécessaires, les compétences nécessaires. Par contre, nos centres d'intérêt, nos petites... j'ai adoré découvrir ce qu'était ma zone de génie. C'est-à-dire que c'est quelque chose où toi, ça ne te pose aucune difficulté, c'est quelque chose de facile, mais qui pose des difficultés à ceux qui ne savent pas le Qui faire. n'ont aucune Donc, pratique dans ce voilà, il faut domaine-là. identifier sa zone de génie là où ça nous pose aucun problème. Et c'est pas évident justement d'identifier ce qui nous pose pas problème parce que C'est vrai. ça ne nous pose pas On problème. est plus Et concentré sur ce qui ne va pas en général. oui, et donc de voir, si les gens nous demandent des conseils sur tel et tel point, c'est déjà un bon indice. Ça veut dire qu'on est fort dans ça. Et donc, identifier ces forces-là, est-ce qu'on aurait envie de travailler plus dans cet environnement-là? Et si oui, de tout mettre en œuvre pour y arriver. Du coup, moi, je fais que des choses qui me passionnent. Du matin où je me lève au soir où je me couche, je me régale. Alors, le matin, j'écris. L'après-midi, je fais tout ce qui concerne les conférences ou la formation en ligne, puisque là, je me lance dans la formation en ligne. Et après, entre deux, il y a les mails, la comptabilité, toutes les tâches d'entrepreneur. Mais jamais je regrette de me lever le matin, contrairement à l'année Tu dernière. as réussi à atteindre un certain épanouissement Oui, professionnel parce que tu as voulu donner cette place en fait oui. à ce que tu aimes. Alors, j'ai une question pour toi parce que je pense que des collègues vont se poser la même. Je Et vais puis faire d'ailleurs, s'ils l'avocat veulent du en diable. poser et auxquels j'y répondrai aussi Oui, dans les tout à commentaires, fait. donc n'hésite Oui, pas. on peut inviter les personnes qui regardent le podcast à mettre leurs commentaires et que ce soit sur le groupe ou que ce soit sur YouTube directement. Ouais. Euh, tu te les transmettrai ou tu les verras par toi-même et tu pourras donner tes réponses. Tout à Mais fait. comment tu as géré cette peur de quitter cette sécurité d'emploi qui, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, le salaire n'est pas mirobolant, on se Mhm. sent mal reconnu, on se sent voilà, mal considéré. Comment en fait tu as osé franchir le pas, ne sachant pas, parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de garantie de salaire, hein, Ouais, ne ouais. sachant pas qu'est-ce que tu allais obtenir derrière et même si tu savais que tu aimais ce que tu allais faire, Mhm. comment tu as géré cette peur-là? Eh bien, en fait, j'ai failli mourir. J'étais sur la route. Ah oui. J'étais Et épuisée. tu parles littéralement là. Oui, je parle vraiment littéralement. J'étais sur l'autoroute. Ma fille était à l'hôpital, mais ma fille était majeure, donc je n'avais pas eu de disponibilité enfant malade. Il n'empêche que voilà, elle a une grave maladie qu'il faut de temps en temps que je gère ça. Donc j'étais sur la route absolument épuisée après une nuit à l'hôpital à son chevet. J'avais cours, j'avais pas été dispensée de ce cours-là. J'avais plein de choses à faire aussi, d'autres tâches, et j'étais sur la route en me disant comment je vais arriver à tout faire. Et je me suis endormie à 130 à l'heure. Et ça a duré 2 secondes, hein. Je ne me suis pas endormie plus, mais vraiment, je me suis endormie sans signe ni annonciateur, sans battement d'œil ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais sur la voie de gauche. Il n'y avait personne, ni en face, ni à côté, ni rien du tout, heureusement. Donc, je me suis arrêtée, bien sûr, le cœur qui bat, etc. J'ai dormi parce que malgré de l'adrénaline, j'étais épuisée. J'ai dormi. Je suis quand même arrivée à temps à mon cours. J'ai fait mon cours. Et là, je me suis dit, bon, ta retraite, tu la toucheras jamais. Si tu te tues sur l'autoroute, ta retraite, rien à faire. En plus, on sait très bien que potentiellement, tous ceux qui travaillent à l'heure actuelle auront des soucis pour toucher leur retraite plus tard, si ça continue comme ça. Donc ça, déjà, premier stress évacué. Le deuxième stress, c'est que le deuxième événement qui m'a conduite à cette décision, c'est que j'ai écrit un livre, Et si vous réenchantiez votre vie,
où je donne des pistes aux gens pour mettre du merveilleux dans leur quotidien. C'est pas un livre pour pousser les gens à la démission, hein, du tout. Mais c'est l'effet que ça a eu sur moi. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, que j'ai vu le bonheur qu'il apportait aux gens, qui me disaient merci, j'ai pu mettre ça et ça et ça en route, je prends plus de temps pour moi, etc. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça. Et donc, ça plus ça a fait que je suis rentrée un jour dans le bureau de ma chef en disant, voilà, euh, vous êtes en train de faire les projections pour l'année prochaine, et bien ce sera sans moi. Et ça a été un moment génial que j'ai pas regretté. Alors, il y a aussi quand même, j'avais aussi une sécurité. Oui. Il faut essayer de voir ce qu'on peut ou pas faire. C'est-à-dire que mon mari, je l'ai suivi. J'avais parlé de mon déménagement quand je suis arrivée dans la Drôme. C'était le 4e quand même en 6 ans ou enfin un peu plus, en 10 ans. Donc, j'ai beaucoup suivi mon mari et au sacrifice de ma carrière, puisque chaque fois, je devais refaire une mutation, ne jamais avoir les établissements que j'espérais, etc. Donc, ces sacrifices que j'ai faits, il a toujours été entendu qu'il y aurait peut-être un jour où ce serait à lui d'en faire. Et là, ça a été le cas, c'est-à-dire qu'il a accepté que pendant 1 an, 2 ans, nos revenus soient plus qu'incertains. Mais il a quand même un revenu aussi conséquent. On fait plus d'efforts, on part moins en voyage, etc. Enfin, parce qu'on n'a pas de salaire, c'est clair. Mais je me suis aperçue depuis que j'ai quitté l'éducation nationale que je n'ai plus de salaire fixe, que j'ai moins de dépenses aussi. C'est-à-dire que je travaille essentiellement à la maison, je dépense beaucoup moins en essence, en péage, je n'ai plus les mêmes frais, par exemple les fournitures scolaires, tout le matériel que j'ai acheté pour enjoliver un peu mes cours, j'ai plus ces frais-là. Et surtout, j'ai gagné énormément en qualité de vie, c'est-à-dire que mes enfants et mon mari, ils ont récupéré quelqu'un qui sourit tout le temps, qui ne crie plus jamais. Alors, ça peut m'arriver, mais c'est vraiment On ne se refait pas complètement. voilà, parce que j'ai un tempérament assez volatile. Mais je suis quelqu'un qui est devenu extrêmement zen. Donc, ils y ont gagné aussi de ce côté-là. Et la vie, c'est pas seulement gagner un salaire. La vie, c'est sourire, c'est avoir des belles rencontres, des échanges riches. Et quand vous êtes le nez sur le guidon à préparer des cours et à corriger des copies, vous ne le faites pas, ça. Donc, c'est quelque chose d'assez dingue à découvrir, en fait, que la vie ne se résume pas à son travail. Et je pense que tout le monde autour de moi y a gagné et pas que moi. Oui, en fait, c'est très important ce que tu dis. C'est aussi l'histoire de où est-ce qu'on place sa sécurité. Il y Mm. a aussi l'histoire de la santé. Est-ce qu'on est prêt à risquer sa santé Mm. pour une, comme on disait, une pseudo-sécurité de l'emploi, sachant que par la suite, comme tu le disais, c'est vrai, c'est important de le dire, on n'a aucune garantie sur le système des retraites. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question dans cette période de transition. On sent bien que Tout à beaucoup de fait. choses bougent. Et il y a ce stress aussi de l'emploi du temps. Chaque année, Oui. tu arrives, tu sais pas. Et cet emploi du temps, il va conditionner toute ton année à toi, à ta famille, parce Mm. que tes horaires vont changer, les activités périscolaires de tes enfants, vont changer quel jour tu vas faire les courses. Enfin, cet emploi du temps, c'est quand même une épée de Damoclès sur la tête de beaucoup d'enseignants. Et j'ai plus ce stress-là, parce que c'est moi qui fais mon planning. Plus jamais maintenant, je n'ai de rendez-vous les matins. Les matins, c'est pour l'écriture. Tout le monde a pris le pli, ma vie tourne autour de ça. Mais qu'est-ce que c'est agréable de se dire, j'ai toute ma matinée pour moi, sans stress, sans appel, j'ai le téléphone en mode avion, etc. Ça, c'est très, Tu, très tu agréable. réponds en fait beaucoup plus à tes besoins Oui, aujourd'hui, naturel. ton besoin de créativité le Mm, matin, par exemple, c'est le ça. fait d'adapter ton emploi du temps à ton rythme, à toi. Et moi aussi, je le remarque d'ailleurs pour moi, je trouve qu'en fait, on redevient un peu auteur de sa vie aussi, on Oui, construit la vie en exactement. fonction de C'est très soi. beau comme formule. Oui, oui, j'aime beaucoup cette formule et il y a des outils d'ailleurs qui aident justement à prendre conscience de comment redevenir auteur de sa vie. J'en parle aussi dans la communauté, c'est l'arbre de vie. Je ne sais pas si tu connais Non, je l'approche dirais pas. narrative. C'est une approche qui est basée sur la métaphore du récit. Ça devrait beaucoup te plaire d'ailleurs. Oui, 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 je vais vraiment Et voir c'est ça. assez thérapeutique. Elle a été créée, l'approche narrative a été créée par des Australiens néo-zélandais, diffusée au Canada beaucoup, aussi en France. Hein. Il y a des personnes qui ont pris le relais en France pour diffuser ça. Et ils utilisent beaucoup donc la métaphore du récit pour l'arbre de vie. Et cet outil, il a été créé à la base pour des enfants orphelins d'Afrique qui Mm, étaient dans des situations de traumatisme énormes. Et ouais. ce qui fait que les psychologues qui les accompagnaient n'arrivaient pas à établir un dialogue serein avec eux
À chaque fois qu'ils essayaient de travailler avec eux, ces enfants se mettaient à fondre en larmes, débordaient d'émotions. En fait, ils n'arrivaient pas du tout à contrôler. Du coup, une des psychologues de l'équipe a dit, mais elle a contacté les gens qui travaillaient avec l'approche narrative, leur a dit, vous n'avez pas quelque chose, un outil à nous fournir là, parce que dès qu'on travaille avec ces enfants, ils se mettent à fondre en larmes, on ne sait plus quoi faire, on est désemparés, ils ont tellement souffert. Et finalement, ils ont proposé cet outil-là qui est un outil qui se construit sur les ressources positives de ta vie. Donc, avec une relecture du passé vers l'avenir. Donc, en fait, l'arbre, si tu veux, c'est les racines du passé. Ouais. Le tronc, c'est un peu qui on est, donc dans l'instant d'aujourd'hui, quoi. Le sol, ce sont tes valeurs, tes besoins, les valeurs que tu dois nourrir pour que ton arbre grandisse. Ouais. Et par la suite, on a les branches qui sont les projets qu'on a envie de mettre en place, en cohérence aussi avec tout ce qu'on a vécu. Et c'est ce que tu as fait, toi, de façon intuitive par rapport à ça. J'ai reconnu, tu vois, Ah oui, c'est beau, c'est chouette. Oui, c'est un très bel outil à découvrir. Et je trouve que tu as vraiment t'as cette logique-là aussi, toi, dans ton parcours. Et puis, tu en vois les fruits. Parce qu'après, il y a les fruits aussi. Puis, il y a les tempêtes aussi. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Mais du coup, aussi, quand on est solide dans ses racines, dans son tronc, on affronte mieux aussi les tempêtes de la vie. Je pense que les maladies la actuelle, c'est une grosse tempête. Eh bien, j'ai jamais été aussi sereine de toute ma vie, alors que voilà, toutes mes conférences ont été annulées, tous mes salons du livre, j'en faisais 2 par mois, ils ont été annulés. Donc, c'est un gros manque à gagner aussi. Mais je suis très sereine et très heureuse même. Je peux dire que je suis très heureuse en ce moment. Donc, tu le vis avec une certaine sérénité, un certain recul, en fait, finalement, sur... Oui, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles je n'ai absolument pas de prise. Les décisions gouvernementales, la maladie, enfin, je peux pas, je peux pas combattre ça. Par contre, je peux gérer ma façon de réagir à ça. Et donc, ma façon, ça a été de créer ce live pour donner du bonheur aux gens qui en avaient besoin. Et en fait, en faisant ça, non seulement j'aurais donné du bonheur, mais moi, j'étais perpétuellement heureuse puisque je cherchais plein de bonnes nouvelles à leur donner par jour. Et du coup, c'est là où tu réalises qu'en cherchant les bonnes nouvelles, tu en trouves. Il y en a plein. Tous les jours, j'en trouve plein. Là, pour mon 6 o'clock de ce soir, j'en ai 4 sur 5. Il me reste la 6e à trouver. Mais je trouve sans problème parce que c'est facile. Quand on cherche, quand on a le regard orienté sur le positif. C'est exactement ce que je répète sans arrêt. C'est-à-dire quand on met son focus sur quelque chose, cette chose prend de la dimension. Oui. Et par exemple, si on va regarder les mauvaises nouvelles, on ne verra plus que les mauvaises nouvelles autour de nous. Exactement. Et toi, du coup, comme tu regardes et que tu es en recherche, en plus pour une histoire de contribution, donc derrière, il y a du sens, il y a tout ça, et du coup, tu ne vois plus que ça. C'est clair. Et alors, ça ne veut pas dire que je suis inconsciente. Je mets des lunettes roses, voilà, pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a quand même des milliers de morts et donc il faut avoir aussi cette considération-là pour ceux qui ont perdu des êtres chers et compagnie. Les soignants qui sont à bout, parce que depuis février, ils sont non-stop, ils n'ont pas eu de repos et j'en connais et je les plains de tout mon cœur. Donc, ça ne veut pas dire que je les ignore, ça veut juste dire que je me focalise sur ce qui est bien et il y a eu des choses très bien qui sont sorties de cette crise. Les gens ont réalisé quelles étaient leurs valeurs, les gens ont réalisé qu'ils adoraient voir des photos d'ours en pleine ville parce que l'ours, il était tellement tranquille que voilà, il se réappropriait le monde. Voir ces dauphins dans la baie de Venise. Du coup, Venise maintenant a interdit l'arrivée des gros cargos dans son port, mais c'est quelque chose d'impensable il y a 1 an. Et ça a été quelque chose de très positif amené par la pandémie. Donc, il ne faut pas voir que le négatif, il faut vraiment essayer au contraire de voir le positif pour affronter le négatif. Oui, et ça peut aider justement dans un processus de reconversion encore plus, là où on a du challenge, du changement, de la peur, du stress de ce qui va s'en venir, quoi. Et aussi, tu me disais comment tu as quitté, comment tu as fait ce saut de la sécurité à l'insécurité. À partir du moment où tu sais que tu n'as pas justement de secours, enfin de parachute tu fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est-à-dire que si tu dis, je vais prendre une dispo, tu vas mollement essayer de faire marcher ton activité, plus mollement que si tu n'as pas de solution alternative. Moi, j'ai donné ma démission, je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Et du coup, je me suis démenée pour trouver des clients, pour me faire connaître.
Et parce que je n'avais pas de backup, je n'avais pas de solution alternative. Alors, j'avais quand même un petit backup puisque je suis partie avec une indemnité de départ. Ouais, Ce ce qui qui est quand même, n'existe plus voilà, qui depuis. n'existe plus, mais il y a maintenant la rupture conventionnelle qui est Voilà. presque mieux parce que la rupture conventionnelle n'est pas imposable. Alors que moi, j'ai bien Ah. vu que c'était imposable et je peux te dire que quand ton montant, le deuxième montant, mes revenus amputés de 3 000 euros, ok, à ce point imposable, d'accord. Donc, c'est pas mal aussi la rupture conventionnelle et c'est cumulable avec le chômage. Donc, si jamais il y a aussi cette possibilité-là d'être reconnu par le Pôle emploi pour toucher des aides, ça aide aussi à vivre un peu mieux tous les Faire la mois. Donc, il transition. y a des possibilités. Ce qui est je voudrais vraiment encourager tous ceux qui seraient tentés, ne baissez pas les bras. Le but de ceux qui nous emploient, souvent, c'est de nous garder. Et donc, parfois, il y aura des on dit que, des ça va être très difficile. Il paraît, moi, on m'a dit que ma chef d'établissement a dit que je n'aurais jamais l'indemnité que j'ai demandée. Ben, je l'ai eue. Et voilà. Donc, alors, soit le on dit était faux, soit ma chef ne s'imaginait pas ce qu'il y avait derrière. Maintenant, je ne dis pas que ça a été facile. Je dis qu'il faut être patient, qu'il faut insister, être très ferme, savoir ce qu'on veut. Moi, je savais que je voulais partir, point barre, et j'ai contacté les ressources humaines, qui sont quand même très humaines par rapport à l'inspection, on va dire. Et donc, les ressources humaines m'ont soutenue en disant, nous, on comprend bien que si vous voulez partir, on n'a pas du tout intérêt à vous maintenir de force dans votre poste. Bon, Donc, on ils ont rencontre été quand même des là. interlocuteurs qui sont, Oui, qui sont on va dire, compréhensifs de la situation et qui tout à fait. peuvent… Et il y a le médiateur de l'éducation nationale. Il y a aussi l'éducation nationale, c'est-à-dire que j'ai une amie qui a voulu suivre mon exemple et pour qui ça a été beaucoup plus difficile parce que son rectorat a freiné des cas de fer, parce que mine de rien, deux professeurs qui quittent le même établissement avec des demandes d'IDV, il faut financer derrière. Et donc, elle a écrit carrément au ministère de l'Éducation nationale, elle a eu un soutien là-bas qui fait que un soutien qu'elle ne connaissait pas, elle a juste Le écrit. Hein. médiateur, non, de l'éducation Alors, nationale. il y a eu le médiateur d'un côté et vraiment l'éducation nationale, les bureaux d'éducation nationale en France qui l'ont aidée. Et du coup, elle a eu gain de cause, enfin, au bout de 6 mois. Donc, parfois aussi, il faut savoir insister, Voilà, il faut savoir. suivre le De toute façon, dossier. c'est dans les textes, c'est légal, on ne peut pas vous en empêcher. Et puis, c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà, vous ne voulez pas rester, ça ne sert à rien de rester quand vous voulez partir. Donc, être persévérant et ne pas trop donner d'importance aux prophètes de malheur, hein, Oui, c'est ça. qui parfois exagèrent les choses et finalement les choses se passent mieux que prévu. Donc ça, c'est Ouais. important que tu le dises. C'est vrai qu'il faut avoir Il y a confiance en son produit. je crois que le chiffre, c'est 80% des choses qu'on craint ne se produisent jamais. Et donc, c'est énorme. On se fait plus des films et on vit plus de stress que ce qui arrive, en fait. Oui, on a tendance à noircir le tableau. Ouais. Donc, Et il y a toujours des moyens de rebondir quand on le veut et rebondir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pistes. Moi, j'ai encore été approchée là pour donner des cours d'anglais. J'ai refusé parce que je n'ai pas le temps et pas l'envie. Mais il y a une vie en dehors de l'éducation nationale. Voilà, c'est ça. C'est le message ultime. Pour conclure sur ça, j'aimerais bien revenir sur la phrase, ton slogan, ton message, je mets du rêve dans votre réalité. Comment en fait ça pourrait se concrétiser cette histoire de remettre du rêve dans sa réalité quand on est un enseignant qui veut se reconvertir et qu'on est dans le brouillard total, on est peut-être en burn-out, on est peut-être très overstressé et ce message peut nous paraître un peu loin de nos préoccupations. Oui, alors je pense que lorsqu'on est le nez sur le guidon, on est au cœur de la tourmente, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour réaliser que ce n'est pas grave. Il y a des solutions, mais on est tellement le nez dedans, on a tellement des échéances à court terme de copies à rendre, de conseils de classe, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors, je conseille vraiment les vacances parce que les vacances sont le moment où on peut justement avoir un peu plus de ce temps-là, de faire une introspection en se disant, mais où j'en suis, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi quand je ne serai plus là. Moi, ça a été pour moi quelque chose de très fort, cette étape-là, de me dire qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi. Et donc, dans mes livres, je suis contente, je laisse un héritage en fait. Une partie de moi sera toujours là grâce à mes livres, grâce à ce que j'ai Toujours lire fait. tes mots, pourra toujours lire… Oui.
Et je serai toujours là. Je pense que je suis devenue immortelle grâce à mes bouquins. Donc, c'est énorme par rapport au bien-être, quoi, par rapport à se dire, je ne suis pas Ton envie de je suis contribution, là hein, pour dont tu rien. parlais Oui. tout à l'heure. Ouais. Et mon envie de contribution, c'est de réenchanter le monde. C'est la plus grande envie que j'ai, c'est que les gens soient plus heureux. Et cette partie de merveilleux nous a été petit à petit retirée sans qu'on en ait conscience. C'est pour ça que j'insiste vraiment les gens à admirer, à imaginer, à lâcher prise, à s'enthousiasmer, à sourire. Ce sont 5 étapes que je conseille dans la vie de tous les jours pour qu'on remette ce merveilleux dans notre vie et qu'on réalise que notre vie, c'est pas le stress, l'angoisse, la boule au ventre, etc. Ça peut être tout à fait autre chose, d'abord en parallèle et puis parfois que ça, que le merveilleux. On a un grand spécialiste dans les années, au début du XXe siècle qui a réalisé que le monde était désenchanté. Il y a Mylène Farmer qui l'a chanté, une chanson culte, mais pourquoi elle est culte? Parce que les gens en ont conscience. Ça Et fait donc, écho. petit à petit, voilà, en réenchantant sa vie, en se mettant du merveilleux, de bonnes ondes dans notre vie, eh bien, on arrive à bifurquer. Cette bifurcation n'a pas à être douloureuse. Elle peut être belle, souriante, progressive. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent. Merci Nathalie. Juste pour, est-ce que tu aurais un petit, comment dire, une petite technique, un petit outil, une petite routine qu'on pourrait mettre concrètement en place pour faire tout ça? Oui, il faut chercher ce qui vous fait sourire tous les jours. Hmm. Tous les jours, cherchez-vous un moment où vous allez sourire. Ça va vous aider à affronter votre vie parfois un peu compliquée ou difficile. Donc le sourire, le sourire, le sourire. Et même parfois, il faut se forcer à sourire. Il y a le sourire comment ça s'appelle? Le sourire du lapin loufoque. Où en fait, il faut vraiment étirer, 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 Et étirer on les est en lèvres. train de le faire là, attends. On est en train de le faire, c'est son temps. Et rester comme ça dans cette position pendant 2 minutes, et ben voilà, ça l'a fait On est sourire, obligé. un peu de rire. Et ben c'est mécanique, mais ça marche. Psychologiquement, ça marche. Il y a plusieurs petites techniques. N'hésitez pas, voilà, à essayer d'en savoir plus. J'ai écrit un petit livre à 10 € là-dessus sur réenchanter votre vie. Ça peut vous donner des petites pistes pour vous aider, mais dans tous les cas, je suis sûre que vous avez en vous ce qu'il faut. Vous avez après tout réussi un concours qui est hyper difficile. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser maintenant. Alors ça, c'est bien dit. On a déjà subi l'épreuve du feu, donc C'est clair. tout est possible. En fait, l'histoire, c'est d'y croire finalement. Je pense que c'est ça, Tout à c'est fait. Et la de croire en confiance. soi. Ouais. Vraiment croire en soi. De se- On a de la valeur, contrairement à ce qu'on peut entendre autour de nous, par les inspecteurs, par les chefs, par les élèves, par les parents, etc. On mérite notre place, on mérite d'être là, mais on ne mérite pas d'être traité comme parfois on est traité. Et il faut reprendre notre valeur, avoir confiance en nous pour ne pas accepter certaines choses. Voilà. Savoir dire non pour mieux se Oui, dire oui. exactement. Et si on veut donc continuer de sourire avec toi, ben, on peut aller voir donc ton émission quotidienne, c'est ça, pendant le confinement, Oui, qui se déroule donc sur ta page Facebook pro. Donc je mettrai le lien sous ouais. la vidéo. Et Donc, qu'est-ce c'est qu'on peut... 30 minutes de bonne Oui, humeur où je donne des bonnes nouvelles à 6 heures tous les soirs. Et c'est effectivement que pendant le confinement parce que c'est tellement chronophage, je ne peux pas me oui. permettre de le faire en temps normal. Au moins pour pouvoir passer cette étape-là, ce passage un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Nathalie, pour terminer cet entretien? Oh, ben, je suis déjà bien heureuse. Moi, ce que je voudrais, c'est que le monde soit plus heureux. Parce que quand les gens sont heureux, ils ne font pas de meurtre, ils ne font pas de guerre. Et c'est ce que je souhaite. Donc, plus les gens seront heureux et plus on aura un monde heureux. Donc, essayez de propager la bonne parole autour de vous dans tout ce que vous faites pour un monde plus positif et vous verrez qu'on y arrivera. Merci beaucoup à toi pour ces belles paroles et puis ben, on te souhaite plein de belles choses alors pour la suite. Merci Marie à toi pour ce beau podcast et ce beau groupe que tu as créé. Merci.